Je vais essayer de développer dans ma communication ces aspects liés au rite de commémoration et puis comment les lieux de mémoire, pour reprendre l'expression de Pierre Leroy, sont-ils érigés dans les espaces des villages notamment. Voilà, je vais m'occuper surtout des villages parce que dans la wilaya dans laquelle j'ai mené mon enquête, mon terrain, c'est plutôt il y a plus de villages, on va dire, donc la population rurale est très importante, donc, et puis dans les villages, les activités sont quand même très visibles, donc celles et ceux qui auront l'occasion, qui ont déjà eu l'occasion de venir au lac Tizouzou ou même à Béjaïa, c'est à peu près les mêmes configurations, pas les mêmes, bien entendu, il y a des singularités un peu partout, mais nous avons constaté, enfin j'ai constaté, donc ce foisonnement, on va dire, des lieux de mémoire dans une région, et effectivement, il n'y a pas un village qui ne raconte pas une histoire, on va dire, ou du moins un récit. Voilà. Un récit, je préfère mieux parler de récit, non pas d'histoire, sur la guerre de libération. Ce qui m'a amené à m'intéresser à cette question, c'est d'abord dans certains travaux que j'ai dirigés, mais aussi dans des entretiens, des enquêtes que j'ai menées, quand on parle de mémoire en général, les gens, les enquêtés du moins avec lesquels j'ai mené des entretiens, quand on parle du passé, c'est surtout la phase 54-62 qui est mise en œuvre. Je me suis interrogé donc pourquoi l'avant 54 n'est pas tout à fait évoqué dans la mémoire collective, même si bien entendu les gens peuvent faire référence à des histoires familiales, mais des histoires, des récits très flous, très diffus, mais la mémoire de la guerre revient à chaque fois. C'est-à-dire, en fait, inconsciemment, on va dire, c'est la séquence de l'histoire du pays qui revient le plus dans les récits de mémoire. C'est ce qui m'a amené donc à m'intéresser à cette question. La question de la mémoire d'abord, je me suis interrogé à la question de la mémoire collective, et puis comment cette mémoire est-elle, fonctionne-t-elle, on va dire, chez les populations, qu'elles soient rurales ou urbaines, ou un peu partout où je suppose aussi que dans les autres régions, c'est la séquence 54-62 qui est évoquée le plus, sans faire référence, bien entendu, aux institutions. C'est pas par... Oui, peut-être qu'il y a l'influence institutionnelle, c'est sûr, mais, disons, il y a un côté, un fondement anthropologique à cette sélection, peut-on dire, à la sélection de cette séquence de l'histoire du pays, parce que c'est devenu, dans la mémoire collective, la séquence, on va dire, la plus glorieuse de notre histoire. Et c'est par là que les villageois, du moins ceux que j'ai enquêtés, mais je suppose que ça se retrouve un peu partout, c'est par là que c'est devenu en quelque sorte une raison de position, une sorte de positionnement devant les autres. Comme quoi nous avons participé à la guerre, nous nous sommes sacrifiés, d'où mon intérêt au lieu de mémoire, c'est-à-dire notamment au stèle. Je vais vous montrer par la suite certaines photos, au fur et à mesure du déroulement de mon intervention, comment en fait les stèles aussi agissent comme un emblème devant les autres. Donc il y a une sorte de présentation de soi, une présentation par laquelle on montre aux autres la liste des martyrs du village. Donc, comment le village s'est-il sacrifié? Donc il y a cette dimension sacrificielle qui revient souvent, à la fois dans les lieux de mémoire, mais aussi dans les récits collectés dans les entretiens ou dans
discussion informelle, comme ça, quand on discute avec les gens. Je vais commencer mon intervention par une sorte d'introduction un peu théorique. Je ne vais pas vous ennuyer. Par cette partie, j'ai intitulé La mémoire dans les sciences sociales. Donc en fait, comment la mémoire est-elle devenue un objet des sciences sociales après qu'elle était un objet de philosophie exclusivement ou de psychologie. Je commencerai d'abord par dire que la mémoire est l'expression de l'appropriation d'un passé autant par l'individu que par le groupe. Cet objet très exploré, étudié dans les sciences sociales, exploré dans les sciences sociales, est à sa place qui est en perpétuelle négociation avec l'imaginaire national. Je vais revenir sur la question de l'imaginaire national que j'emprunte à l'anthropologue, l'historien Bénédicte Anderson. Cette mémoire, donc, est matérialisée aussi dans les lieux de mémoire. Alors, cette expression, c'est le titre de l'ouvrage que beaucoup d'entre vous certainement connaissent, celui de Pierre Morin. C'est un ouvrage collectif qu'a dirigé Pierre Morin, c'est toute une équipe. Et dans l'ouvrage, Pierre Morin établit donc le lien entre l'émergence de la nation dans les sociétés modernes et le sens de l'histoire de la nation. C'est très important parce que pour Pierre Morin, la nation en quelque sorte balayait les récits de groupe. Les récits de groupe sont balayés par l'hégémonie de la nation avec ses déclinaisons institutionnelles, notamment l'État. Il écrit dans la page 18 de l'introduction au tome 1 des lieux de mémoire, toute la distance entre la mémoire vraie, pas de mémoire vraie, sociale et intouchable, celle dont les sociétés dites primitives ou archaïques ont représenté le modèle et ont emporté le secret de l'histoire, qui est de ce que font du passé nos sociétés condamnées à l'oubli, c'est-à-dire les sociétés modernes, parce qu'on ne portait pas dans le changement. Donc il fait la distinction entre la mémoire vraie, celle racontée par les groupes, il parle ici de sociétés dites primitives, archaïques ou traditionnelles, comment en fait ces récits-là, cette mémoire qu'il qualifie de vraie et intouchable, a-t-elle été balayée par le récit national, c'est-à-dire par l'établissement de l'État-nation. Cette mémoire-là est qualifiée de collective, donc ce qui m'intéresse à moi, parce qu'elle dépasse l'individu. Donc on parle de mémoire collective parce qu'elle dépasse l'individu. Quand bien même cette mémoire collective est constituée de la somme des mémoires individuelles. Et je vais essayer d'expliquer ça, la suite, ce qu'a développé le premier sociologue à faire introduire, le premier chercheur à faire introduire la question de la mémoire dans les sciences sociales, c'est Maurice Halbwachs, dans les années 20 déjà, en publiant son premier ouvrage sur la question, Les cadres sociaux de la mémoire. Les cadres sociaux de la mémoire est publié en 1925. D'orientation durkheimienne, très influencée par Durkheim, la notion de mémoire collective chez Halbwachs, dans un premier temps, on verra que dans un deuxième temps, Halbwachs a révisé un peu sa conception de la mémoire collective. La notion est devenue donc au cœur de la réflexion sociologique chez Halbwachs. Le souvenir, selon lui, serait fortement influencé par les cadres sociaux. Qu'est-ce qu'il appelle cadres sociaux? Ce sont notamment la langue, l'espace et le temps. Selon l'auteur, donc, la mémoire ne se réduit pas à faire émerger des souvenirs lointains. Elle consiste à restituer le passé sur la base d'éléments sociaux puisés du passé et du présent. Dans les cadres de la mémoire collective, des cadres sociaux de la mémoire, Halbwachs écrit
quand nous nous souvenons, nous partons du présent, du système d'idées générales qui est toujours à notre portée, du langage et des points de repère adoptés par la société, c'est-à-dire à tous les moyens d'expression qu'elle met à son disposition. Et nous les combinons de façon à retrouver soit tel détail, soit telle nuance des figures, ainsi de suite. Donc Maurice Halbwachs, dans les cadres sociaux de la mémoire, relie la mémoire collective à tout ce qui est, on va dire, mode de socialisation de l'individu. Donc un individu qui produit des souvenirs en fait du passé, ces souvenirs ne sont que le produit de sa socialisation, on va dire, dans son corps. Notamment donc ces cadres-là, je répète, qui sont selon Halbwachs le langage, l'espace et le temps. Ce point de vue chez Halbwachs va se développer. Après, il va prendre des distances par rapport à l'orientation qu'il a donnée à son premier ouvrage sur la mémoire collective, qui est d'orientation d'influence durkheimienne, pour se détacher un peu, pour remettre l'individu au centre de la mémoire collective. Cela va se faire dans un ouvrage qu'il a publié à titre posthume. Maurice Halbwachs est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne me souviens pas exactement de sa date, la date de son décès, 44 ou 45. Mais l'ouvrage qui sera publié par la suite sera intitulé Mémoire collective, tout court, pas de cadres sociaux. Publié en 1950. Dans Mémoire collective, Halbwachs fait dépasser ou dépasse la première conception de la mémoire collective pour situer cette mémoire ou la mémoire individuelle au croisement de plusieurs mémoires collectives. Partant des exigences des temps présents, l'individu, donc selon lui, opère des choix dans les mémoires de groupe. En fait, il puise des mémoires des groupes dans lesquels il est inséré pour construire sa propre mémoire. D'où il puise les éléments correspondant à ses points de vue. Il écrit donc Mémoire collective. Il ne suffit pas de reconstituer pièce à pièce l'image d'un événement passé pour obtenir un souvenir. Il faut que cette reconstruction s'opère à partir de données ou de notions communes qui se trouvent dans notre esprit aussi bien que dans ceux des autres, parce qu'elles passent sans cesse de ceci à cela et réciproque. Voilà donc un peu une présentation. Je peux revenir bien entendu sur la conception halbwachienne de la mémoire collective dans les discussions. Je ne voudrais pas vous encombrer trop. Voilà. Donc je vais entrer dans le vif, s'il vous plaît, de mon intervention, qui est en fait le résultat d'une série d'observations, pas d'une seule enquête de terrain, si on va dire, mais c'est surtout une enquête fragmentée sur plusieurs moments et des observations locales. Donc c'est des matériaux ethnographiques que j'ai collectés, des interviews, mais aussi des observations, des photographies. J'ai assisté à des commémorations, puisque le sujet, en soi, c'est le sujet de la commémoration. À des commémorations organisées par des comités de village, très importants. Bon, je vais expliquer par la suite ces enjeux-là. Et je vais commencer donc à restituer mes matériaux, si vous voulez, par le premier point, c'est-à-dire les commémorations et leurs enjeux. Quels sont les enjeux des commémorations? Je vais commencer par une petite définition de la commémoration qui se présente comme une cérémonie qui cherche à rendre visible l'hommage rendu à un ou plusieurs membres, un événement, une rupture historique qui marque un tournant décisif dans l'histoire d'une nation ou d'un groupe social. Commémorer, donc, c'est une façon de marquer un événement quelconque ou se remémorer des mots ou un mot ou un événement marquant et ainsi de suite. En commémorant les morts, et surtout, c'est surtout l'identité du groupe qui est célébrée.
La commémoration donc, est généralement divisée en séquences répétitives. Le retrouve un peu partout, ça se recoupe un peu dans toutes les commémorations. Bien entendu, il y a des singularités, mais nous avons des séquences dans toute commémoration. Et dans ces commémorations, le silence et le recueillement sont la règle dans toute commémoration. Donc en fait, ce sont les gestes, les silences qui parlent. Et non pas, bon, il y a des discours de temps en temps, mais la cérémonie ne s'accommode pas avec la parole dite, mais c'est surtout avec la gestuelle et le silence. Dans notre pays, les commémorations sont dominées par l'effet de la guerre de libération. 1954-62. C'est la séquence la plus visible. Je me suis promené il y a quelques jours à Alger, et en face de l'Assemblée nationale populaire, il y a une grande stèle qui commémore, qui rend hommage aux déportés en Nouvelle-Calédonie. C'est récent. On n'a pas beaucoup, mais c'est surtout la guerre de libération qui est mise en exergue, quand bien même dans le discours, je reviendrai même dans le discours nationaliste, la nation est placée sur un temps long, un passé lointain, et ainsi de suite. Mais dès qu'on évoque la mémoire et l'histoire, c'est surtout 54-60. Le nationalisme lui-même, qui pourtant insiste sur la profondeur de l'histoire, ou ce que sur l'ancienneté subjective, pour parler comme Bénédicte Anderson, ne met pas en valeur l'histoire antique, médiévale, l'histoire même d'avant 1950. Je parle du nationalisme. On est marqué par la rupture, c'est vrai, de 54. C'est comme si on voulait carrément oublier l'avant 54. Les jeunes, les acteurs nationalistes qui ont pris les devants en 1954 se sont déjà révoltés contre les aînés et à leur tête, bien entendu, le Salihadj. Donc en fait, on occulte toute cette... Il y a une sorte d'omerta, étudié par exemple Omar Carlier et d'autres aussi, ou Najib Sidi Moussa aussi. Et c'est 54 qui est évoqué le plus, 54 62 Dans ces commémorations, il est vrai que le retentissement d'une pratique ritualisée est plus forte lorsque l'événement commémoré renvoie à une insurrection a fortiori victorieuse. Donc, en fait, c'est la séquence victorieuse. Les échecs, ceux des résistances du 19e siècle, du début du 20e siècle, sont évoqués, bien entendu. Mais quand c'est des échecs, ils ne sont pas aussi mis en exergue que la séquence de 54-62, qui est une séquence victorieuse. D'où on tire, en fait, le discours nationaliste tire et par la suite, le discours de l'État, institutionnel, tire toute sa force, effectivement. Si bien que, en fait, l'usage de cette séquence de la commémoration après la guerre, c'est-à-dire après l'indépendance, va être caractérisé par une mise en scène qui est en fait une rupture avec l'ordre colonial en recourant à l'imaginaire de la mort. Cette rupture est marquée à travers les lieux de mémoire et les commémorations par l'imaginaire de la mort. C'est pour cela qu'il y a une jonction entre l'émotionnel, très important l'émotionnel en politique. Pascal Horry dit que la politique, c'est d'abord l'émotionnel, les sentiments. Donc il y a une jonction entre l'émotionnel, recherché par toute commémoration, et le registre religieux. Donc on ajoute chez nous la religion. Visible dans le titre d'abord du mort au combat, qui est désigné par le titre de shahid. C'est pas pour rien, c'est un martyr.
Nous l'avons dans la religion, tout comme aussi chez les chrétiens, il y a le martyr, mais le martyr dans les sociétés occidentales, notamment chrétiennes, est lié au martyr religieux. Donc il y a une jonction dans l'imaginaire national chez nous entre le religieux et l'émotionnel et le politique, pour faire du mort au combat un chef. Et c'est pour cela que je vais montrer par la suite, c'est ce que vous avez aussi pouvez constater bien entendu de visu vous-même, cette question va être marquée dans les lieux de mémoire. Dès l'indépendance, selon Alcaraz, la mémoire de la guerre se matérialise donc par la construction des stèles. Et selon Alcaraz, ces stèles étaient construites avant 62 déjà, dans les bases du FLN en Tunisie et au Maroc. Donc en fait, on rendait hommage aux martyrs avant 62 en érigeant des stèles au Maroc et en Tunisie dans les bases du FLN. Pendant des années, après 1962, ces constructions ont été le fait d'institutions rattachées à l'État. C'était des simples. Enfin, on a hérité cette tradition de la France. Et certains monuments en mort légués par la colonisation ont été transformés en stèles ou en monuments en mort en hommage aux martyrs algériens. Donc en fait, on a hérité d'une tradition française, cette tradition d'érection donc de monuments. Au début donc, enfin pendant des années, l'État et ses institutions monopolisent l'acte d'identification à la nation à travers l'érection de stèles. La construction du monument pendant des années. La ritualisation des cérémonies qui y sont organisées fait ressortir des pratiques mythico-religieuses puisées dans l'héroïsme des morts et le sens mythique de leur finitude qui se présente dans les modèles d'une théâtralisation, on va dire, profane, une pédagogie vertuiste, pour parler comme rêve. Donc ces commémorations et ces monuments aux morts marquent une dimension, on montre une dimension sacrificielle qui fonctionne comme un catalyseur de la cause nationale. La sémantique du sacrifice, très importante, se traduit dans les monuments aux morts qui en général portent les symboles de la nation, la carte de l'Algérie par exemple, ou les couleurs du drapeau national, drapeau de carte, et une inscription en langue arabe d'un verset coranique, c'est le verset 196 de la sourate Al-An'am, que vous connaissez, qui promet donc le paradis aux martyrs. Ce qui est accordé aux morts, dont le sacrifice assure une pérennité à leur personne et à la nation. C'est-à-dire l'immortalité des morts, l'éternité des morts promise aux morts, c'est aussi l'éternité de la nation qui est visée, qui est convoquée à travers donc cette rhétorique de la vie. Le sang versé pour la nation devient une vertu que les générations à venir donc doivent suivre. Dans ces monuments, pendant des années, c'est l'arabe et le français qui étaient dominants sur les stèles. L'arabe et le français donc étaient les seules langues, parce que dans ce cas-là, il y a deux grandes instrumentalisations, pour parler comme Pascal Horry, symboliques que sont la langue et la religion. On a deux instruments symboliques utilisés par l'État et ses institutions qui sont la langue et la religion. Ce qui est intéressant à voir, c'est que l'arabe est utilisé essentiellement pour transcrire le verset coranique. Donc il y a la jonction entre les deux. Et sinon, la liste des martyrs, par exemple, on peut trouver des listes bilingues,
des listes uniquement en arabe, des listes uniquement en français, mais le verset coranique n'est jamais traduit. Il est laissé tel quel en langue arabe. Même dans certains stèles, je vais vous montrer où il n'existe pas d'arabe que pour transcrire le verset. En outre, l'édifice mémorial, en général, pas uniquement les stèles, cherche à traduire une orientation nationaliste qui se veut ouverte et qui se veut aussi tournée vers l'universalité. C'est-à-dire que les commémorations et les marquages de la mémoire collective de cette séquence de la guerre n'est pas faite. Elle s'ouvre vers l'universalité à travers notamment la commémoration aussi des non, enfin, de ceux des Français, des Européens qui ont participé, qui ont contribué pendant la guerre à l'indépendance de l'Algérie. C'est l'exemple, par exemple, de Maurice Audin, dont le nom a été attribué à une grande place à Alger, et une stèle lui est érigée aussi, juste à l'entrée des facultés, toujours place Audin. J'en viens maintenant au terrain proprement dit, hein, avant cela, c'est-à-dire au local. Comment toutes ces questions se déclinent localement, on va dire. Les commémorations que j'ai appelées, ici j'ai intitulé ça des initiatives rivales au niveau local, rival, je vais expliquer pourquoi j'ai utilisé le mot rival. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous avons on va dire, des commémorations d'initiatives populaires. Ce qui ne veut pas dire que les représentants des institutions sont absents. On les fait venir, on les invite, oui, bien, et tout, courtoisement, on va dire. Bon, les gens ont besoin de ça aussi, les organisateurs ont besoin aussi de la présence des représentants des institutions. Mais l'organisation, ce ne sont pas forcément des institutions. C'est des initiatives populaires. Il y a donc des commémorations d'initiatives populaires qui sont plus localisées, où l'événement commémoré aussi s'inscrit dans le territoire du groupe célébrateur. Je peux trouver, comme ça je vais montrer par la suite, quelques cas de célébration justement au niveau local. À travers ces photos, justement, je ne sais pas si elles sont visibles. Là, c'est dans un village de montagne. Très bien. Ok. Bien. Alors, vous voyez que c'est quand même un édifice important. C'est construit par un comité de village, par les villageois, avec l'aide de la PC et de la direction des budgets. Oui. Mais la contribution des villageois est importante. Ils tiennent à ce que leur contribution soit là. Vous voyez donc des tombes de martyrs. Donc en fait, j'imagine c'est de martyrs, bien entendu. Voilà, c'est des ossements qu'on a mis dans cette tombe-là. Une statue qui ne représente pas un martyr quelconque, c'est comme ça, c'est une stèle inconnue, c'est la statue d'un martyr inconnu, on va dire. Et puis en bas, une inscription en berbère, en kabyle, en caractère latin. Caractère latin dans laquelle, en bas, en gras, il est dit c'est-à-dire c'est ça la vérité. Et c'est pas bien visible juste en haut, il y a le verset coranique en arabe. Vous voyez, donc en arabe, le Coran c'est en arabe, on le garde comme ça. Mais le reste, on peut mettre autre chose, voilà.
Voilà, ça c'est la même stèle agrandie. Voilà, donc c'est les 50. Et le reste, c'est en amazigh, c'est en kabyle. Hein? Alors ça, c'est une photo que j'ai prise en 2019. Voilà. 2019. Voilà. Ah, c'est récent, hein, c'est récent. C'est 2015, 2014, comme ça. Ouais, voilà. Ah, ce genre d'édifice, c'est récent. Avant, il y avait des stèles simples comme ça, avec une plaque, une liste et tout. Mais là, on a de plus en plus des complexes. Hein. Je n'ai malheureusement pas la photo d'un grand complexe dans un village. Tu as été à Bouzguine, je pense. C'est pas à Sahat, c'est dans un chef-lieu d'une commune juste à côté qui s'appelle Igersef. Et dans ce village-là, ce qui est intéressant, un grand complexe, c'est un complexe, c'est un musée, des tombes, des statues, une grande stèle, et voilà. Et tout ça, c'est fait avec du granit et tout. Les villageois ont contribué au financement. Ce qui est intéressant, c'est que le financement des villageois essentiellement vient des immigrés. Mais l'État a contribué à travers donc l'aide de la PC et la direction des Moudjahidines. Mais le gros des financements, ce sont les villages. Et à l'entrée du village, on a une grande pancarte comme ça, qui accueille les visiteurs par une inscription où il est mis « Bienvenue » en français, « Bienvenue au village des 99 martyrs ». C'est vrai que c'est un village martyrisé qui a été évacué, bombardé en 58 ou 59, qui a été repeuplé par la suite après 60. Les gens sont revenus, reconstruire leurs maisons, et ainsi de suite. Et ces initiatives, elles accompagnent des initiatives citoyennes, autres aussi, hein, enfin, des initiatives notamment dans l'environnement, dans la gestion des villages, et ainsi de suite. Elles s'insèrent en fait dans des actions des comités de village qui ne se limitent pas, bien entendu, mais ces questions de la mémoire sont très importantes pour les villageois. Je vais vous montrer d'autres photos les photos, elles sont quand même... Voilà. Et puis, nous avons des initiatives, comme je les ai appelées un peu populaires, on va dire, des fois dissidentes même, entre guillemets, comme l'exemple de cette grande bataille qui eut lieu en 1957 dans un village de montagne aussi, qui s'appelle Aouya, et qui s'est prolongée vers un autre village. La bataille, on a par la grande question, elle s'appelle Izmoulen. Izmoulen, c'est olive, hein, les olives, parce que c'est grande oliveraie. Et elle a commencé le 22 mars pour finir un jour, finir 2 jours après, parce qu'il y a eu une réunion de l'état-major de la wilaya 3 dans le village, donc l'armée française a détecté ça, donc il y a eu beaucoup de morts dans cette... Les premières commémorations de cette grande bataille étaient le fait des villageois sans la présence de qui que ce soit, parmi les représentants des institutions. Et ce n'est qu'en 1994 que la bataille a été commémorée en présence des institutionnels, si vous voulez, c'est des représentants de l'État. À commencer par le wali, le directeur des Moudjahidines, les chefs de daïra, et ainsi de suite, voilà. Sinon, c'était populaire. C'était les gens qui allaient sur les lieux, sans ériger de stèle. Il n'y avait pas de stèle à l'époque, avant. La première stèle, c'est en 1994. Par la suite, ça en est suivi d'autres, et ainsi de suite. Voilà, par exemple, donc, aussi, ça c'est dans le même village que tout à l'heure, en berbère, Imgharasen Nathouarben, c'est le village qui s'appelle comme ça, les martyrs d'Athouarben. C'est un village de montagne, un peu enclavé. Et regardez, c'est combien de martyrs, c'est un village de 5000, 6000 habitants, hein. Combien de martyrs avec les photos? Ça, ce sont les martyrs uniquement du village.
les villages qui ont une liste aussi longue, bien sûr, mettent en valeur cette liste. Et c'est une façon aussi de rivaliser avec les autres villages. Nous avons beaucoup de marqués par un peu plus que vous, et ainsi de suite. Donc il y a ça aussi. C'est une façon aussi de négocier avec les institutions de l'État des projets, et ainsi de suite. Nous, on a été martyrisés, on a souffert pendant la guerre, il nous faut des routes, il nous faut ceci, cela, et ainsi de suite. Voilà. Et il y a une implication de la direction des Moudjahidines. Un jour, bon, il y a quelques années de ça, j'ai rencontré le directeur des Moudjahidines dans le musée des Moudjahidines de Tizi Ouzou. C'est un grand musée, hein. Enfin, il y a un musée, c'est un complexe aussi à Tizi, c'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est un grand musée avec une grande stèle, grands espaces. C'est à Tizi-Ville. Hein. J'ai rencontré le directeur des Moudjahidines. Bon, je lui ai posé la question, je n'ai pas résisté. La question suivante, je lui ai dit, bon, écoutez, comment se fait-il que le budget des Moudjahidines reste aussi élevé alors que normalement, le nombre des Moudjahidines devrait baisser, biologiquement parlant. Il a souri comme ça. Bon, il m'a dit, oui, c'est vrai que nous avons un budget encore important, mais nous consacrons de plus en plus de financement pour commémoration et pour monument. Voilà. C'est ça. C'est un enjeu aussi. L'État tient, à travers ces institutions, tient à garder la main sur la commémoration et sur la mémoire collective. Combien même cette mémoire-là on va dire, est produite autrement par les groupes, les différents groupes sociaux. Voilà le village dont je parlais tout à l'heure, où eut lieu la bataille d'Izmoura. Le village s'appelle Sahel. C'est pas le Sahel où tu as été Asma. Ça c'est tu as été à Bousquin, ça c'est Sahel. C'est commune d'Etrlili, d'ailleurs de Mekla. C'est à peu près à 40 km de Tizi. C'est un village de montagne aussi, où il y a beaucoup d'émigrés. Donc, ça se ressent aussi dans les lieux de mémoire, je pense. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir. Voilà. Donc, nous avons. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que les symboles ne changent pas, mais il y a d'autres symboles qui s'introduisent. Il n'y a pas que l'emblème national dans les stèles. Il y a aussi l'emblème amazigh, ce n'est pas celui du MAC, hein. Ce n'est pas le MAC, il faut le distinguer, ce n'est pas le MAC, hein. C'est l'emblème amazigh. Et au milieu, très important, le centre c'est le drapeau national, et en bas, une liste des martyrs du village aussi. Hein, parce que c'est les martyrs du village. Donc la liste est écrite en berbère, caractère final, et en français, en latin. Il n'y a pas d'arabe, il n'y a même pas le verset coranique dans cette stèle. Vous voyez? Ah oui, c'est. Ah non, c'est pas mal. C'est pas ça. Non, j'ai dit que c'est un village à majorité émigrée. Ils ont beaucoup d'émigrés. La pratique religieuse n'est pas tellement importante dans le village. Vous voyez? Combien même le village a une grande mosquée, construite par les immigrés, qui n'y vont pas. Hein. Mais c'est très important, construire la mosquée au village, c'est très important. Elle est financée par les immigrés du village, mais bon, ils n'y vont pas. C'est pour cela, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi dans cette stèle-là, la traduction d'un imaginaire selon lequel ceux qui sont morts au combat pendant 54-62 ne sont pas morts pour une cause religieuse, mais ils sont morts pour la nation. C'est ça qu'on veut distinguer à travers ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le verset coranique, mais le mot martyr est gardé. Vous voyez, c'est ça l'ambivalence, on va dire. Shahid, c'est shahid.
Quand bien là, on vous dira qu'il n'est pas mort pour la religion, il est mort pour son pays. Voilà. Fait intéressant, mais récent aussi, c'est pas, j'ai pas vu ça ailleurs, c'est la célébration à titre individuel et familial de la mémoire d'un martyr. Malheureusement, enfin, la photo est un peu gênée par le soleil, mais ce que vous voyez en face, c'est un terrain privé de quelqu'un qui a érigé pour, c'est un fils de shahid, hein, qui a érigé pour son père une stèle et une statue sur un terrain privé et avec son propre financement. Il a financé lui-même. Vous voyez qu'il n'y a pas de drapeau amazigh là-bas, il y a le drapeau national, et cet espace-là s'ouvre à chaque date commémorative, 1er novembre, c'est la personne elle-même. Hein. C'est un vieux monsieur qui est fils de shahid, enfin d'un certain âge, qui a tenu à célébrer donc, la mémoire de son père. Donc ça, c'est une autre façon de voir la mémoire. C'est une mémoire gérée à titre familial, individuel. Il a financé. La statue représente son père. Et en bas, donc, il y a une biographie de son père, écrite en français. Voilà, avec le drapeau algérien. Son père, ce shahid, est mort, non pas dans la wilaya 3, dans le village, mais dans la wilaya 4. Et en discutant avec le monsieur, et son petit-fils notamment, qui m'a raconté un peu plus de choses, le shahid en lui-même s'est installé, je pense, à Chneuf ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était à Chneuf ou à Blida, je pense, à Blida. Il a eu, enfin, il s'est marié là-bas, donc il est mort, donc ce qui explique qu'il est mort dans la wilaya 4 et non pas dans la wilaya 3. Voilà. Bien. Mais ce qui est intéressant, enfin, je me suis posé la question, pourquoi enfin, il aurait pu, par exemple, demander au village, c'est un grand village, celui-là, c'est un village qui s'appelle Juman Serij, c'est un des plus grands villages de Kabylie, c'est un ancien village qui a son histoire depuis l'Antiquité. Et je me suis demandé pourquoi il n'a pas demandé aux villageois, au comité de village, d'insérer le nom de son père sur la liste des shuhada du village. Et le tour est joué, quoi. Mais il a tenu à le faire, à ériger à son père un monument à part. Alors que la mémoire de la guerre, notamment celle des shuhada, même si elle appartient aux familles, bien entendu, mais elle appartient beaucoup plus à la collectivité. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur d'un martyr ne vaut que lorsqu'il figure sur une liste, non pas à titre individuel. Mais là, d'ailleurs, parce que, bon, j'ai creusé un peu, j'ai eu des discussions, pas directement, bien entendu, parce que je connais bien le village, donc en fait, il fallait prendre ses précautions pour avoir un peu, voilà, pas directement poser la question aux gens, pourquoi tel monsieur a érigé une statue à son père et tout. Mais en fait, les villageois ne voient pas ça d'un bon œil. Ils ne sont pas opposés, bien entendu, parce que ça s'est fait sur un terrain privé, mais ils ne voient pas ça d'un bon œil. Comment se fait-il que c'est qui son père pour qu'il fasse cela? Vous voyez, c'est ça le... Voilà. Mais c'est une façon de gérer, c'est nouveau ça, c'est récent, je n'ai pas vu ça, je ne sais pas ici en France si ça existe, mais je n'ai pas vu ça ailleurs. Comment c'est là. Et en face, il y a la demeure de la famille, et à l'entrée de la demeure, il y a une pancarte comme ça, bienvenue au domicile du shérif. Alors que c'est pas, lui, il n'habitait pas cette maison-là. Hein. Il a quitté le village depuis, enfin, il s'est remarié ailleurs, mais il a laissé qu'un seul fils, c'est celui qui a construit ce monument. Il n'a pas tenu rancune à son papa, même si il a pris votre femme. Allez, l'imaginaire du fils. Oui. Bien. Nous avons aussi. Je ne sais pas. Non. Vous avez alors. Parce que c'est très intéressant, on aimerait bien débattre. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez 5-10 minutes 5 minutes. Là. Ce qui est intéressant aussi, cette
ces monuments aussi, ou ces statues notamment, ces statues érigées à des personnalités, notamment des grands personnages de l'histoire, notamment de la village noire, par exemple Améroche. Le colonel Améroche est inhumé à Alia, il a sa tombe à Alia dans le cimetière national, très important, voilà, le carré des martyrs, n'est-ce pas, le carré des martyrs. Mais son village, Tel Sefloun, combien même, Améroche a passé beaucoup de temps à l'ouest, à Mélisande. C'est ici qu'il a commencé à militer, c'est à Mélisande. Voilà, c'est un fils de beaucoup plus. Mais son village. Son fils, il est en Mélisande. Exactement, à Mélisande au chef. Dans la région. Ouais. À Méroche, on lui a érigé, son village lui a érigé une statue à l'entrée du village, enfin dans un carrefour en fait, qui mène vers le village. C'est-à-dire qu'en fait, cette double sépulture, c'est une double sépulture finalement, même si ce n'est pas un tombeau. Cette double sépulture symbolise en fait l'articulation entre la mémoire ancrée localement et l'imaginaire national. C'est-à-dire c'est un personnage national, de dimension nationale, mais le village, la famille tient à ce qu'elle s'approprie aussi cette mémoire. Quand bien même, bien entendu, la famille tient à ce que cette mémoire, la mémoire du shahid, appartienne à la nation. Parce que c'est le premier commandant de la Wilaya 3, on va dire, après le congrès de la Souma, jusqu'à sa mort en 1959. Voilà. Je vais peut-être montrer d'autres. Voilà, ça c'est aussi l'exemple d'un monument typique. C'est une simple stèle d'un village dans la daïra de Bouzguin aussi. Parce que, voilà, Bouzguin, c'est vraiment, on a beaucoup de stèles comme ça, parce que les villages aussi, tu as vu ça, le Kassel, et ils ont des formes d'organisation villageoise, et alors là, c'est très avancé par rapport aux autres localités. Voilà. Il y a des villages, Sahel a sa propre charte du village. Et par exemple, ils sont allés jusqu'à, parce qu'il y a des chrétiens convertis dans le village, c'est récent, hein. Ils ont réservé un carré aux chrétiens. Ce n'est pas un cimetière spécial aux chrétiens. Ils ne voulaient pas construire ou distinguer les chrétiens. C'est dans le même cimetière, mais les chrétiens, ils sont poignés. Mais ils ont tenu à faire ça, par exemple. C'est une forme d'organisation très avancée. Pas uniquement, mais en termes de propreté, tu as vu comment ils organisent le village, l'eau, et ainsi de suite. Bon. Ça, c'est dans un village qui n'est pas loin, et la stèle a été construite à l'initiative du village lui-même, qui s'appelle Haga, et la liste, c'est la liste des martyrs du village aussi. Et la stèle a été inaugurée à l'occasion de la commémoration du 20 août en 2016. Ça, c'est en 2016. Voilà. La même chose dans le même village, vous voyez comme la carte de l'Algérie, comment en fait les martyrs du village, c'est très symbolique, sont dispersés sur toute la carte de l'Algérie. Les portraits, ce sont les portraits des chéris du village lui-même, pour dire que ce sont des chéris de la nation et non pas du village uniquement. Mais il ne faut pas oublier que ce sont nos chéris. Vous voyez, ça c'est une commémoration avec un repas, financé aussi par le comité du village. Vous voyez, donc il y a la symbolique, le repas aussi, le partage du repas, donc je peux revenir sur la symbolique. Ça c'est aussi une stèle du côté différent. La même chose, nous avons donc la liste des chéris en arabe et en français, avec l'emblème national, et ainsi de suite. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, je préfère revenir pour discuter. Merci.